Bonjour à toutes et à tous en ce dimanche 3 décembre. Une petite vidéo pour vous parler de deux lectures que j'ai faites dernièrement et également de ma lecture en cours comme d'habitude. Donc je commence tout de suite avec une lecture que j'ai faite il y a 2 semaines à peu près. J'ai lu Pachinko de Min Jin Lee, qui est un roman dont j'avais énormément entendu parler, notamment sur les réseaux sociaux, dont je me méfiais un petit peu. J'ai tendance à me méfier lorsque les avis sont dithyrambiques sur un roman. Et finalement, c'est en écoutant la chronique de Justine, de ma copine Justine, de la chaîne Justine Bookin, en écoutant sa chronique, ça m'a définitivement donné envie de lire ce roman. Et je dois dire que je n'ai pas été déçue du tout. Alors, ce roman débute dans les années 1930, en Corée, sous l'occupation japonaise, donc dans un village situé sur une petite île. On va suivre la jeune Sonia. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais je vais le prononcer de façon, on va dire, orthophonique, enfin, suivant notre alphabet. Donc on va suivre Sonia, qui vit avec sa mère qui tient une très modeste auberge, cette auberge qui accueille en dortoir des hommes qui viennent travailler dans le secteur de la pêche. Sonia et sa mère vivent très chichement, pour ne pas dire plutôt pauvrement. Elles travaillent énormément pour tenir cette auberge qui leur rapporte un petit peu de sous. Et surtout, elles travaillent énormément depuis le décès du père de Sonia, qui avait une santé extrêmement précaire. Sonia, c'est une adolescente. Elle va tomber sous le charme d'un chef commerçant japonais, qui est un homme assez mystérieux que tous les petits commerçants du village semblent craindre énormément. Elle va tomber enceinte et lui, il va lui avouer qu'il est marié au Japon. Il va lui proposer une meilleure vie en Corée. Il va lui proposer de devenir son épouse coréenne. Ça s'est beaucoup fait à cette époque. Les hommes japonais, donc les occupants japonais en Corée, eh bien, qui avaient une double vie, une vie au Japon et une vie en Corée. Sonia, bien qu'elle soit très amoureuse, elle va refuser de déshonorer sa mère et aussi la mémoire de son père en acceptant ce type de mariage qui est très très mal vu des Coréens. Sonia et sa mère donc vont se retrouver dans un sacré embarras. Alors informé de cette situation, Isaac, qui est un pasteur coréen, qui est aussi également un client de passage à l'auberge, va proposer d'épouser Sonia et de l'emmener avec lui au Japon, où il est en train de voyager vers le Japon, et il fait juste une étape à l'auberge, parce qu'en fait au Japon, Isaac a trouvé un poste de pasteur dans une église à Osaka. Sonia, elle connaît un petit peu Isaac, puisqu'Isaac est tombé malade à l'auberge, elle l'a soigné avec sa mère, et elle a pu apprécier cet homme très bon et très sage, à la santé un petit peu défaillante, mais elle apprécie cet homme, même si elle n'en est pas amoureuse, et elle accepte le contrat, et elle accepte de l'épouser et de le suivre pour partir vivre au Japon. Et c'est le début d'une absolument passionnante saga familiale sur 4 générations, donc qui va se dérouler au Japon et courir tout au long du XXe siècle. L'auteure Min Jin Lee, qui est donc une auteure américaine d'origine coréenne, elle va nous embarquer dans la vie et dans le destin de Sonia et de ses descendants. Elle nous plonge dans les conditions de vie très difficiles des Coréens qui ont migré au Japon au début du XXe siècle. Elle nous informe beaucoup sur le mépris dont ces Coréens ont pu faire l'objet de la part des Japonais.
En suivant la vie très mouvementée de Sonia et de ses proches, on va apprendre énormément de choses sur le mode de vie au Japon durant la Seconde Guerre mondiale, sur les persécutions des Japonais vis-à-vis des catholiques, sur le développement économique du Japon juste après la Seconde Guerre mondiale et sur le poids, on va aussi beaucoup apprendre sur le poids des yakuza dans cette économie japonaise. La plume est précise, limpide, extrêmement documentée. Les personnages sont tous très élaborés et très touchants. C'était vraiment un bonheur de lecture. J'ai appris beaucoup de choses sur les liens entre la Corée et le Japon grâce à cette saga. C'est vraiment une saga qui m'a permis de mieux mesurer, il faut le dire, les atrocités qu'a pu commettre le Japon en tant que colonisateur de la Corée. Ça m'a permis également de mieux mesurer l'importance des Coréens, du peuple coréen dans le développement démographique du Japon et aussi de mieux saisir les différences qui sont toujours d'actualité entre les Japonais dits de souche et les Japonais d'origine coréenne. C'est vraiment une saga, une très très chouette saga sur le thème de l'immigration. C'est une saga à conseiller aux personnes qui sont fans de sagas familiales et bien sûr aux fans du Japon et de la Corée. Et pour ces personnes, je trouve que c'est une super idée de cadeau de Noël à mettre sous le sapin. Pour ma part, je vais en offrir 2 exemplaires à des proches. Voilà pour Pachinko de Min Jin Lee. Je n'ai pas dit que c'est un roman qui était paru de mémoire en 2017 aux États-Unis et 1 ou 2 ans après en France. Et là, j'ai lu la publication poche HarperCollins. Deuxième livre dont je voulais vous parler, je l'ai terminé la semaine dernière. C'est un petit polar japonais, Un café maison de Keigo Higashino. C'est en fait le livre que j'avais proposé pour mon petit club de lecture sur mon blog. Donc c'était le livre proposé sur le mois de novembre. Dans ce roman, on va suivre Ayane qui est une jeune femme, qui est maître et professeure de patchwork, qui est mariée depuis 1 an à Yoshitaka, qui est chef d'entreprise. Donc ils ont une super situation chacun. Lui, il gagne beaucoup d'argent, elle est très connue dans le monde du patchwork et ils ont une superbe maison à Tokyo. Yoshitaka, un soir, annonce à Ayane qu'il va la quitter parce qu'elle ne lui a pas donné d'enfant. Or, il lui explique qu'il s'était marié pour avoir des enfants. C'est assez spécial. Il lui annonce aussi qu'il a rencontré une autre femme et qu'il va tenter de concevoir un enfant avec cette autre femme. C'est très spécial, donc, pour ne pas dire atroce, cette séparation. Mais on comprend vite qu'a priori, Ayane, elle avait accepté ce drôle de contrat et elle savait qu'ils se sépareraient si jamais elle ne parvenait pas à être enceinte. Donc, elle avait accepté ce contrat. Mais tout de même, ça semble être un coup dur pour elle. Alors, dès le lendemain, elle part quelques jours chez ses parents, à la montagne, à Sapporo. Mais voilà que pendant son absence, Yoshitaka est assassiné. Il est retrouvé mort sur le tapis du salon, empoisonné par un café qu'il s'était préparé lui-même. Et c'est sa fidèle assistante, la fidèle assistante d'Ayane qui va retrouver Yoshitaka, donc mort sur le tapis du salon. Alors, tous les indicateurs semblent accuser Ayane. Et les policiers, en fait, dans ce roman, on va les suivre à vouloir s'acharner et à comprendre comment Ayane, absente, aurait bien pu faire arriver du poison dans la tasse de son mari, alors qu'il n'y en a pas de traces dans la boîte à café ni dans les bouteilles d'eau qui étaient au réfrigérateur. L'assistante d'Ayane, qui a retrouvé le corps du mari, est également soupçonnée parce qu'elle a un petit, voire même un gros secret. Donc dans cette lecture, on va suivre principalement les pensées de 2 enquêteurs et les soupçons de 2 enquêteurs sur les 2 personnages. Un soupçonne plus Ayane, l'autre soupçonne plus son assistante.
Je me suis terriblement ennuyée avec cette lecture. J'ai trouvé le rythme très très lent, il n'y a pas de gros rebondissements, il y a peu de suspense, donc comme je disais, c'est principalement centré sur les pensées de chacun des deux enquêteurs. L'intrigue est principalement basée sur la recherche d'explications techniques de la présence de ce poison et aussi sur la recherche du mobile du crime. Il y a donc un scientifique ami d'un des enquêteurs qui va être mobilisé pour faire des recherches, mais voilà, c'est quand même pas mal autour de la recherche scientifique. Ça ronronne pas mal et l'explication finale, je l'ai trouvée assez peu vraisemblable et surtout assez simple. J'ai trouvé également que les personnages étaient assez froids, peu approfondis, que ce soit les personnes impliquées dans le crime ou bien les enquêteurs, et c'est vraiment dommage parce que il y avait matière à faire un polar très très sympa, les personnages à la base étaient très très intéressants. Et en fait, ce qui m'a pas mal dérangé aussi, mais là c'est vraiment purement personnel, c'est que ce texte est constitué quasi exclusivement de dialogues couplés à des descriptions de postures des personnages ou des mimiques des personnages qui sont en train de parler. En fait, c'est un mode d'écriture hyper scénaristique et moi, ça, j'ai énormément de mal, ça me noie complètement. J'ai du mal à suivre lorsqu'il y a beaucoup de dialogues et surtout des dialogues courts. Voilà, j'avais un mal fou à maintenir mon attention, à comprendre ce que je lisais. Voilà, j'ai vraiment eu du mal avec ce roman et de manière générale, j'ai du mal avec les romans où il y a beaucoup de dialogues. Mon cerveau n'arrive pas à suivre. Bon, tout ceci, en plus de la lenteur de l'intrigue, le fait que les personnages, je les ai trouvés creux, eh bien j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture qui m'a, je dois le dire, vraiment agacée. Donc je ressors déçue de cette lecture. Et pourtant j'en attendais pas mal parce que j'avais adoré de cet auteur Keigo Higashino le nouveau qui était un de ses derniers romans, je crois sorti en 2020, que j'ai lu en début d'année, qui était beaucoup plus élaboré au niveau intrigue, ambiance et personnages. Je me faisais une joie de lire ce titre de l'auteur qui est beaucoup plus ancien, un Café Maison est de 2012. Bon, eh ben c'est une déception, voilà, il paraît que beaucoup de personnes ont été déçue par ce titre, Un Café Maison, mais que d'autres titres sont beaucoup mieux, donc je n'ai pas dit mon dernier mot avec cet auteur, je pense que je lirai d'autres titres de lui. Voilà pour Keigo Higashino, Un Café Maison, que j'ai lu dans la collection poche Babel Noir et que j'avais trouvé d'occasion il y a quelques mois. Au niveau de ma lecture en cours, je suis en ce moment en Afrique. Je lis un roman nigérian donc qui se déroule au Nigeria et qui raconte l'histoire d'une femme musulmane cinquantenaire qui est veuve et qui, c'est très très original, entretient une relation amoureuse, sexuelle, passionnée avec un très jeune homme. Un jeune homme qui est chef de trafic en tout genre et qui est plutôt à coquiner avec certains hommes politiques pas franchement nets. C'est passionnant, c'est drôle et en même temps très profond au niveau de l'analyse sociologique sur le pays. Je passe vraiment de super moments avec ces personnages. On va découvrir l'histoire de chacun, hein. On découvre qu'ils sont chacun très très abîmés par la vie et c'est vraiment une très très bonne immersion dans le Nigeria contemporain. Alors je lis ce livre grâce à Olivia de la chaîne Les Roseaux Pourpres qui le proposait en lecture commune sur le mois de novembre. Alors je suis très très en retard, mais vraiment un grand merci à Olivia pour cette belle découverte. J'en parlerai plus tard de façon plus approfondie lorsque j'en ferai la chronique. Voilà, sinon, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, j'ai mis quelques petits clips, j'ai fait une très très jolie balade à Paris hier, je suis entrée dans 2 boutiques de livres d'occasion et j'ai fait quelques petites emplettes, donc je reviens très très vite pour vous montrer ces 5 ou 6 livres que je me suis procuré hier, donc je reviens très très vite pour un book haul. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.